à la une ce soir. Travailler dehors, c'est quelque chose. Il faut qu'on fasse nos boulots aussi, là. Donc, chacun a son boulot. Des travailleurs forcés de s'adapter à la chaleur accablante. On va l'air climatisé en dedans un peu, au moins un bon 15 minutes. De l'eau, des casquettes, choses comme ça pour minimiser les risques. Funérailles de l'ayatollah Ali Khamenei. Des millions d'Iraniens convergent vers Téhéran. On compare déjà ces funérailles à celles de son prédécesseur. Alors, donc, c'est un événement clairement majeur là, pour l'Iran. Et le patriotisme mis à mal aux États-Unis, des Américains rêvent d'une citoyenneté canadienne. Je dirais que c'est le pays le plus divisé qu'il a jamais été. Quand je voyage en France, je préfère avoir un passeport canadien. Il est 17h, voici votre Nouveau Info. Bon vendredi tout le monde. La semaine s'achève et elle a été particulièrement éprouvante pour ceux et celles, bien sûr, qui travaillent à l'extérieur. Encore aujourd'hui à Montréal, le mercure a dépassé les 30 degrés Celsius. Notre équipe s'est rendue sur les chantiers de construction pour voir comment ça se passe et surtout quelles sont les mesures prises pour protéger les travailleurs. Lily Mercure. On est à la Place des Arts où il y a présentement 2 chantiers majeurs en cours. Un à l'édifice des théâtres et un au Musée d'art contemporain. Hier, je suis allé me coucher direct. Après, il faisait bien trop chaud, tout le monde capotait. C'est la grosse démolition qu'on fait que c'est quelque chose, la poussière et puis tout. Là. C'est particulièrement difficile pour les travailleurs de la construction qui, dans certains cas, ont passé 3 jours avec des températures au-dessus de 30 degrés et un humidex qui tourne autour de 40. Bien, c'est vraiment les pauses de chaleur qu'on prend. C'est des petits 15 minutes aux heures peut-être. Est-ce que c'est demandé par l'employeur, ça, ou c'est par... Oui, puis c'est aussi demandé par l'agent de prévention. Il faut assurément que les employeurs mettent de l'avant des temps de pause, de l'eau potable à proximité. J'en donne souvent un exemple, là, 34 ans, un coffreur dans la région de Québec, qui ont pris ça à la légère, puis se prendra ta pause tantôt, est prévu, continue un petit peu. Puis il était trop tard, il a subi un coup de chaleur, ils l'ont rentré à l'air climatisé, la température corporelle a continué à monter, puis malheureusement, il est décédé. Fait que, tu sais, jeune, âgé, en santé, pas en santé, tout le monde est exposé. Mais à la Place des Arts, il n'y a pas juste les travailleurs en construction, il y a tous ceux qui œuvrent pour le Festival international de jazz de Montréal, qui se conclut d'ailleurs demain. Et j'ai un parasol où je cherche l'ombre. 3 jours comme ça, c'est comment? C'est canicule tous les jours. Hier, il a fait une température intense. Et on a presque 4 saisons pendant la journée. Là. C'est la pluie, c'est le vent. C'était vraiment terrible. Donc, par moment, là, quand c'est très chaud, ça fait un peu de douleur à la tête, c'est tout. Très difficile, mais quand même, on est obligé de faire la tâche. Est-ce qu'après plusieurs jours, on commence à ressentir des conséquences physiques, par exemple? Oui, la fatigue, elle est trop prononcée au bout du 3e, 4e jour cette semaine. Vraiment, c'était très dur de continuer la journée. Et j'ai eu du mal à dormir même le soir. Mais quelle est la responsabilité de l'employeur pour s'assurer de la sécurité de ses employés? Eh bien, on a posé la question à la Commission des normes de l'équité, de la santé et de la sécurité au travail. C'est de mettre en place un plan d'action pour les journées chaudes, informer et former les travailleurs. Il faut fournir de l'eau fraîche en quantité suffisante et encourager une consommation régulière. Il faut favoriser un travail en équipe. Éviter le travail en solitaire pour être en mesure de détecter rapidement les premiers signes et symptômes d'un coup de chaleur pour soi-même, mais aussi pour les collègues. La température devrait redescendre demain pour se situer sous la barre des 30 degrés, de quoi réjouir de nombreux travailleurs. À Montréal, Lily Mercure, pour Nouveau Info. Sur la scène internationale maintenant, il pourrait bien s'agir du plus grand événement d'histoire de la République islamique d'Iran. Les funérailles du guide suprême iranien Ali Khamenei, mort en février dernier, vont avoir lieu demain et Téhéran se prépare. Lila, il y a énormément de fidèles qui sont attendus. Oui, les autorités estiment qu'il y aura entre 15 et 20 millions de personnes qui vont s'y déplacer. Et alors que la population iranienne, elle est de 90 millions de personnes, alors c'est un bon ratio. D'ailleurs, les funérailles, elles ont été déplacées, retardées parce que les combats n'étaient pas terminés. La dépouille donc de l'ayatollah Khamenei sera exposée à Téhéran avec les autres membres de sa famille aussi donc tués lors des frappes aériennes de février. Et donc le cortège
funèbre traversera Téhéran. Le corps sera transporté vers plusieurs lieux saints, en Iran comme en Irak, figure-toi. Et donc des responsables russes, chinois, pakistanais se seraient rendus sur place. C'est comme tu l'as dit, un événement d'envergure et j'en ai parlé avec un ancien diplomate canadien auparavant au Moyen-Orient. C'était le leader incontesté de la République islamique depuis 37 ans. Il était un important leader politique, évidemment, pour l'Iran, mais aussi un leader religieux, un leader militaire. C'est aussi, il faut quand même dire que pour une grande partie des gens, des Iraniens pauvres, en Iran, et il y en a beaucoup. C'est une espèce de figure emblématique, là, de figure paternelle qui protégeait la nation. L'expert qu'on vient d'écouter pose une question assez intéressante. Est-ce que le régime va utiliser cet événement en fait à son avantage? On disait que après la guerre, ceux qui étaient renforcés du conflit, c'était les gardiens de la révolution. Alors tout le volet militaire de l'appareil d'État iranien, et que peut-être que les religieux allaient perdre du terrain. Alors on peut se demander si justement ils n'utiliseront pas ces funérailles pour essayer de renforcer le message que c'est encore les mollahs qui sont à la tête. Et demain, ce sera aussi le 250e anniversaire des États-Unis et les célébrations sont déjà commencées. Oui, des millions d'Américains qui célèbrent déjà le 250e. Demain, c'est la fête nationale et les analystes croient que ce sera la fête nationale la plus chaude jamais enregistrée. À Philadelphie, ils ont annulé, par exemple, la parade aujourd'hui. Et à New York, il a fait 46 degrés. Le président américain qui s'exprimera dans la soirée au mont Rushmore, tout un symbole, hein, lui qui veut voir son visage gravé dans la pierre à côté de ses prédécesseurs. Et donc, à un moment d'unité nationale, les États-Unis sont divisés, Marie-Claude. La cote de popularité du président frôle ses plus bas niveaux. Seulement la moitié des adultes se disent fiers d'être américains, selon un sondage Gallup. Et ma collègue Sabrina Rivet a rencontré des Américains qui font des démarches pour changer de citoyenneté. J'ai déjà déposé le dossier. Leslie Choquette, une Américaine du Massachusetts, a fait une demande pour recevoir sa citoyenneté canadienne. Depuis le mois de décembre 2025, le projet de loi C3 a mis fin à la règle qui empêchait les Canadiens nés à l'étranger de transmettre leur citoyenneté à leurs enfants aussi nés à l'étranger. Donc maintenant, une personne qui peut prouver une filiation directe avec un ancêtre canadien peut potentiellement réclamer sa citoyenneté. Et c'est le cas de Leslie Choquette. Du côté paternel, les Choquettes, Joseph Choquette a quitté Marieville avant 1870, au tout début du grand exode des Canadiens français. Et elle est loin d'être la seule. En près de 4 mois, selon Immigration et Citoyenneté Canada, un peu plus de 4000 personnes ont été reconnues citoyennes par filiation en vertu du projet de loi C3. De ce nombre, 48 % des demandes provenaient des personnes nées aux États-Unis. Quand j'ai fait faire ma photo de citoyenneté, la salle d'attente du studio photographique était remplie de gens qui tous voulaient avoir une photo pour la citoyenneté canadienne. Est-ce que le climat actuel aux États-Unis pousse les citoyens à penser davantage à tenter d'obtenir leur citoyenneté canadienne? Le peuple américain a toujours été divisé sur des questions. Il y a toujours eu des combats politiques, il y a toujours eu des interprétations du passé qui allaient dans des directions très diverses. Je dirais que c'est le pays le plus divisé qu'il a jamais été, oui. Avec Trump, et puis la loi C3, il n'y avait pas de question que j'allais essayer de le faire. Mais vous, est-ce que ultimement, vous pourriez décider de déménager là, carrément au Canada, de venir au Québec? Pas pour le moment, parce que j'ai un emploi, je suis prof. Mais si les choses changent, oui, absolument. Les personnes qui présentent aujourd'hui une demande de preuve de citoyenneté peuvent s'attendre à un délai de traitement d'environ 12 mois. Par exemple, quand je voyage en France, je préfère avoir un passeport canadien. Sabrina Rivet pour Nouveau Info. On est trop dépendant du marché américain et c'est important qu'on préserve nos relations commerciales avec le marché américain. Ça va demeurer notre plus grand partenaire, mais en même temps, il faut s'ouvrir d'autres options. Salut Alain.
Salut Marc-Claude. On vient d'entendre la première ministre du Québec, Christine Fréchette, qui se dit favorable au nouveau pipeline annoncé hier soir par Mark Carney, un pipeline qui va partir du nord de l'Alberta jusqu'au sud de la Colombie-Britannique. C'est à son avantage, Mme Fréchette, d'appuyer ce projet-là, de se dire favorable? Bien, je pense qu'avec tout ce qui se passe avec les Américains, de plus en plus de Canadiens, puis aussi de Québécois et de Québécoises sont conscients qu'on doit développer notre autonomie énergétique. Et bon, dans son cas, c'est quand même relativement facile, dans le sens que le pipeline ne passe pas au Québec. Donc, il n'y a pas vraiment d'enjeu d'acceptabilité sociale de notre côté. Mais bon, on sent que les provinces veulent travailler ensemble. Ça fait partie du travail du premier ministre de faire en sorte que tout le monde trouve des pistes de solutions pour que notre économie puisse continuer à rouler un peu partout au pays, là. Mais l'autonomie énergétique a quand même un coût, Alain. Ça va coûter entre 35 et 44 milliards de dollars. Donc, c'est vraiment une bonne chose pour le Canada? Oui, c'est tout à fait. C'est là, je pense, que le bas blesse pour certaines personnes. Donc, le gouvernement, dans ce qu'il a présenté, va faire affaire avec la compagnie Trans Mountain, qui est une entreprise de la Couronne. Ça veut dire que le conseil d'administration a été nommé par le gouvernement et financé par le gouvernement aussi. Et l'entreprise privée qui veut s'associer au projet avec la province de l'Alberta ne va investir que 10 % de la totalité du projet. Donc, au final, comme citoyen, on va payer pour ce projet-là. D'un autre côté, le gouvernement nous dit que ça va rapporter des milliards en économie, ça va créer des centaines de milliers d'emplois et en même temps, bien, ça va assurer une autonomie énergétique, particulièrement avec le débat là, que l'on vit avec les Américains. Il y avait toute la question de l'acceptabilité sociale. C'est un projet qui a été controversé, mais qui semble finalement rallier, bien sûr, l'Alberta, mais aussi la Colombie-Britannique et les communautés autochtones. Est-ce que c'est un tour de force pour Mark Carney? C'est clairement un tour de force et c'est là, je pense, que les citoyens canadiens commencent de plus en plus à apprécier le premier ministre Mark Carney. Il a réussi à sortir la province de l'Alberta de l'impasse et s'assurer que la Colombie-Britannique ne soit plus opposé au projet en faisant passer le projet par le sud de la frontière entre l'Alberta et la Colombie-Britannique, dans le même trajet que l'ancien oléoduc Trans Mountain, ce qui fait en sorte qu'on s'attend que les discussions, négociations avec les Premières Nations soient plus faciles, étant donné qu'ils ont déjà été faits. Donc, dans ce cas-ci, je pense qu'on peut parler vraiment d'un tour de force, d'éviter encore une chicane constitutionnelle, surtout que l'Alberta va avoir un référendum pour voir si elle veut rester à l'intérieur du Canada. Donc, ça risque de faire baisser la pression et aider Danielle Smith, la première ministre, dans ce projet-là. Merci beaucoup, Alain. Bon week-end. Ça fait plaisir. Bonne journée. Les violents orages d'hier soir ont fait des dégâts un peu partout dans la province, notamment dans les Laurentides, la Naudière et en Mauricie. Il y a quelques 14 000 foyers qui sont toujours sans électricité à l'heure où on se parle. Au plus fort de la tempête, plus de 150 000 abonnés étaient dans le noir. À Louisville, le nettoyage se poursuit. Il y a des arbres et des branches qui sont tombés, en plus de toits arrachés, comme celui de l'usine Canadel. Heureusement, personne n'a été blessé. Il faut être patient. Bien sûr qu'on ne donne pas d'argent. On n'a pas d'argent. Bon, mais de l'aide, comme vous dites. Les pompiers sont là, la sûreté, on est ici. Les gens sont dans le besoin, mais on est là. Mais on peut pas, on peut pas offrir plus, là. On peut pas bâtir une maison puis la payer. Pas du tout. Mais on est là en support. En support technique et moral et mental, on est là. Bonjour, Alex. Allô. Hey, on vient de l'entendre. Une grosse semaine, de la chaleur, des orages. Ça vient d'où toute cette humidité-là? Le coupable se trouve aux États-Unis présentement, autant pour la chaleur, l'humidité que pour les orages. C'est qu'un dôme de chaleur qui s'est installé sur le Midwest américain et qui déborde jusque chez nous. En d'autres mots, là, il y a un anticyclone qui est positionné sur la côte est. Ça bloque les perturbations. Bonne nouvelle, mais ça permet aussi à la chaleur de s'accumuler. Et à la limite du dôme, il y a des orages violents. Et on est à la limite du dôme. De là pourquoi on a vécu ces orages-là. Et en plus de ça, on a un influx d'humidité en provenance du golfe du Mexique qui remonte jusque chez nous. Donc, tous ces ingrédients-là apportent des températures élevées, mais aussi un humidex qui peut se situer jusqu'à 10 au-delà du mercure. Alex, tout au long de la semaine, où on a parlé des degrés Celsius, mais on a l'impression que c'était plus le ressenti qui nous intéressait. Pourquoi exactement? Bien, parce que le ressenti, ça le dit très bien, c'est la température que notre corps ressent. Donc, c'est une indication plus
précise de ce qu'on vit, si on veut, parce que quand notre corps a chaud, il transpire pour se refroidir, et ça arrive quand la sueur s'évapore, et pour s'évaporer, elle va prendre la chaleur de notre corps, ce qui va faire diminuer la température de notre corps. Mais quand c'est humide, l'atmosphère est déjà saturée en eau, donc c'est difficile pour l'air d'absorber cette transpiration, ce qui fait en sorte que la chaleur reste sur notre peau. Elle ne s'évapore pas. Et c'est à ce moment-là qu'on se dit, c'est lourd, c'est suffocant, et notre corps donc ne vit donc pas un 30 degrés sec de la même façon qu'un 30 degrés humide. Donc c'est plus dangereux une température chaude et plus humide pour nous? Oui, on doit regarder la différence entre le degré au mercure et la donnée humidex. Plus elle est élevée, plus c'est dangereux. Il faut bien s'hydrater, éviter les efforts physiques, prendre une pause à l'air climatisé. C'est sûr qu'un léger humidex de 30-35, ça se prend très bien, mais au-dessus de 40, là, ça peut devenir dangereux. Les coups de chaleur sont possibles. Oui, on l'a entendu là, en début de bulletin. Là, si on est sous la chaleur pendant un bon moment, il faut aller à l'air climatisé, il faut s'hydrater. C'est pour ça que si on prenait juste en considération la température au mercure, il y aurait un danger en été. Et une petite dernière, on calcule ça comment, l'humidex, exactement? C'est un calcul qui est assez complexe, je vous l'avoue, mais au Canada, on utilise le point de rosée pour calculer l'humidex. Ça, c'est la température à laquelle l'air va devenir saturé en vapeur d'eau. Par exemple, si on a un point de rosée à 26 degrés, comme on avait cette semaine, l'humidité va se transformer en gouttelettes si l'air atteint 26 degrés. C'est le même principe quand on sort une bouteille d'eau du frigo en pleine canicule. Si la surface de la bouteille est donc plus froide que le reste de l'air ambiant, l'humidité va se condenser et se déposer sur la bouteille. Sachez d'ailleurs que le Canada est un des seuls endroits dans le monde à utiliser le point de rosée pour calculer son humidité. On instaurait ça dans les années 1960. Ailleurs dans le monde, habituellement, on fait un calcul, encore une fois, très complexe avec la température et l'humidité relative. Donc, c'est pour ça que ça diffère un petit peu avec les modèles américains. Ah, mais là, ça achève, cette chaleur-là. Demain, ça se stabilise. Oui. Merci, Alex. Merci. Il y a de nombreux lieux de culte qui ont été contraints de fermer ces dernières années, faute de moyens. La basilique Notre-Dame dans le Vieux-Montréal a plutôt trouvé une façon pour le moins originale de préserver son patrimoine. La campagne de financement va permettre de restaurer l'église une brique à la fois. Marika Simard. Mathieu, on s'est donné rendez-vous à la place d'Armes devant la basilique Notre-Dame pour parler de cette grande restauration de la basilique, un lieu culte. On a commencé par la façade en 2020. Là, on achève la tour Est. Et là, normalement, pour la première fois depuis 10 ans, à la mi-septembre, la façade va être libérée complètement. Si vous regardez en haut, le haut de la tour est complètement blanc. Ce sont toutes des pierres neuves. On se fait interrompre par la plus belle des mélodies. C'est de la pierre de Saint-Marc, c'est de la pierre sédimentaire. Avec le temps, il y a de l'eau qui rentre entre les couches. Des fois, on retire la pierre, puis on pense à conserver, puis elle se défait. OK. Donc là, on la change. Chacune des pierres est prise en considération à chaque fois que vous en déplacez une. OK, c'est tout un travail de restauration, ça? Tout à fait. OK, et c'est pour ça que vous avez lancé cette initiative Parrainer une pierre? Nous, ce qu'on s'est dit, comment faire en sorte que les gens deviennent des gardiens de Notre-Dame? S'approprient une partie du bâtiment, puis dire, moi, j'ai contribué directement. On s'est dit, pouvoir personnaliser un emplacement sur la basilique, donc une pierre, c'est émotif, ça crée un sentiment d'appartenance. On a les clés de la basilique. Là, on est où exactement? On est au premier juvet. Donc, si vous regardez en haut, ça s'écaille. Donc, dans la mesure du possible, ce qu'on fait, c'est qu'on consolide puis on fait des retouches. On ne veut pas refaire le décor. Vous lancez un appel à la générosité parce que vous avez besoin de sous, de beaucoup de sous. De combien vous avez besoin? En 2026, près de 100 millions. Vous avez besoin de 100 millions. Mais les gens qui travaillent en patrimoine vous diraient que quand on ouvre un mur, on ne sait pas ce qui nous attend. À titre d'exemple, sur chaque tour qu'on a fait, on a changé 4 fois plus de pierres que prévu. C'est magnifique, hein? On est en haut du toit. On est derrière les créneaux qu'on voit de la façade où est la croix. Ça, c'est un exemple de restauration totale et non partielle, c'est-à-dire que toutes les pierres ont été remplacées. Toutes les pierres ont été changées en haut. Comme vous voyez, les créneaux, les pinacles, c'est la partie la plus exposée aux éléments. Courant éolien, pluie, gel, dégel. OK. Donc, puis la pierre du haut des tours, c'est la pierre de moins bonne qualité que plus bas. Ça, c'est un exemple d'une pierre qu'on peut parrainer. Voilà. On peut y associer un message. Donc, le message
est public si la personne le souhaite, sinon il reste privé. Elle peut le partager avec ses proches. En réalité augmentée, les gens de la place d'Armes, par exemple, en bas, avec leur téléphone, leur caméra, vont pouvoir voir quelle était leur pierre. En 2029, la basilique de Notre-Dame célébrera son 200e anniversaire. À Montréal, Marie Cassimard pour Nouveau Info. Bonjour, pardon, merci, Raphaël. Bonjour, pardon, merci, Marie-Claude. Cette nouveauté de Céline, c'est sa deuxième nouveauté qu'elle nous offre depuis son retour. Donc, elle nous avait offert Dansons en avril et là, elle revient avec Bonjour, pardon, merci. Chanson écrite par le franco-libanais Ika, qui a écrit entre autres pour Zaz, pour Garou. C'est une chanson qui parle de résilience, de gratitude, d'amour. Et cette nouveauté-là va se retrouver sur vinyle le 4 septembre prochain et ça va inclure aussi la dernière qui est sortie de Dansons. Et d'une diva à une autre, on va parler maintenant de Madonna qui, elle, sort son nouvel album. Oui, la Madone qui nous offre Confessions 2, donc la suite de cet album Confessions on the Dance Floor qui était sorti en 2005. Là, 16 nouvelles chansons pour Madonna, 16 titres qui pourraient se retrouver dans les clubs. Honnêtement, c'est dance, c'est électro, c'est pop. On retrouve plein de collaborations là-dessus, entre autres avec Sabrina Carpenter, collaboration qui était déjà sortie plus tôt. Également collaboration avec sa fille, Stromae également. Et ma préférée, c'est celle avec le DJ Martin Garrix. Ça donne Bizarre. C'est bon. Il y a aussi des centaines de personnalités qui convergent présentement au Madison Square Garden. C'est complètement grandiose là, pour le mariage de Taylor Swift et Travis Kelce qui devraient se marier. Là. Normalement, les festivités, c'est en ce moment au Madison Square Garden. Il y a de la police, il y a tout un périmètre de sécurité autour de l'amphithéâtre. Il y a même une foule de fans de l'autre côté de la rue. Vous allez voir, vous les voyez, les images en direct de ce qui se passe. On a vu plus tôt vers 15 h des VUS noirs arriver, s'en aller dans une tente. On voyait pas ce qui se passait dans la tente exactement, mais plusieurs personnalités, entre autres Benson Boone qui ont été aperçus, Bradley Cooper. On attend 1000 personnes, les invités qui auraient signé, selon plusieurs médias américains, des ententes de confidentialité, les téléphones intelligents qui seraient interdits pendant la soirée. Donc, ça fait énormément jaser, ce mariage de Taylor Swift. Elle n'a jamais confirmé que c'était au Madison Square Garden. C'est encore des suppositions, mais là, il commence à avoir pas mal de vedettes, pas mal de sécurité. Il y a plusieurs rues de barrées aux alentours. 10 à 15 millions pour ce mariage. C'est dans les rumeurs de la presse américaine. Donc, merci beaucoup, Raphaël. Et justement, on va revenir à 22 h pour parler de ce mariage-là de Taylor Swift et de Travis Kelce à New York. On va aussi mettre la table en vue du match du Canada en Coupe du Monde demain face au Maroc. À tantôt tout le monde. On se retrouve à 22 h.